Je pense pas que vous saviez, mais il y a un de mes spots photos préférés de tout Yellowstone qu'on a trouvé totalement par hasard. Il y a aussi eu cette histoire de dingue d'une jambe humaine qui a été retrouvée dans une source d'eau bouillante, ou encore la fois où Marc et son groupe ont vu foncer sur eux toute une famille d'orignaux. Et tout ça, en fait, on était à deux doigts de pas pouvoir vous le raconter. Donc vous l'aurez compris, on va vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ce voyage photo à Yellowstone à l'automne dernier. Et bien sûr, on en profitera pour vous montrer toutes les images qu'on a pu produire pendant ce voyage de 12 jours, qui était un voyage absolument dingue, qui va rester gravé là toute ma vie. Et donc tout d'abord, cette fameuse source hydrothermale, là, qui est immense, hein, si on est sur place, ça fait plus de 20 mètres de large, sur 10 mètres de profondeur à peu près. Elle a des couleurs turquoises, mais des couleurs aussi saumon, pastel. En fait, cette source-là, on la connaissait pas au départ. Elle est visible depuis Google Earth, mais comme il y a des milliers et des milliers de sources hydrothermales dans le parc de Yellowstone, il faut choisir celle qu'on veut aller voir. Et celle-là avait pas du tout ces couleurs-là, parce que c'est des choses qui changent de couleur saison après saison, selon la température de l'eau, la composition, les bactéries qu'il y a dedans. Et donc on l'avait pas du tout repéré, et en fait on était dans un endroit où il fallait un petit peu naviguer, on va dire, au GPS. Là on navigue dans une forêt de bois mort, où il fallait enjamber un peu des troncs de pin, on se prenait un petit peu des branches, etc. Donc c'était un peu l'aventure, et en se baladant là-dedans, et sans vraiment avoir de repères visuels, on est arrivé là-dessus, en fait, on est arrivé sur cette source-là, et quand on est arrivé, on est tous restés sur le cul comme ça, en se disant, mais waouh, elle est vraiment magnifique. En plus de ça, on avait les couleurs d'automne au premier plan, avec toutes ces petites feuilles, là, bien orangées, jaune-orangé, et on était là, évidemment, on avait prévu d'y être en tout début d'après-midi, pour avoir le soleil bien haut, pour avoir les couleurs les plus éclatantes possibles dans la source. On avait prévu ça pour les autres sources, qu'on est allé voir après, évidemment. On était super content de tomber là-dessus, et j'avais encore jamais vu de photos de cette source-là. Comme je vous dis, il y a des milliers et des milliers de sources, donc la plupart n'ont jamais été photographiées, donc on est très content de tomber là-dessus, et c'est notre nouveau petit spot bien qu'on garde bien précieusement. Et voilà, c'était une chouette aventure, et j'étais très content aussi de pouvoir du coup découvrir ce spot avec le groupe qui était venu faire ce voyage photo avec nous. Ensuite, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de la route fondue. Ouais, en fait, il y avait un spot de coucher de soleil qui est un endroit où c'est un des plus beaux geysers à mon sens de tout le parc national de Yellowstone. Celui-là est vraiment somptueux, en tout cas moi je l'adore, et pour un coucher de soleil c'est parfait avec le soleil qui se couche en face, on peut avoir des beaux nuages, etc. On était venu en reconnaissance avec Marc quelques jours avant que le groupe n'arrive. En faisant la reconnaissance, on a vu qu'en fait la route qui permettait d'accéder à ce geyser était barrée, fermée. Et donc on s'est gratté la tête en se disant mince, comment on va faire? On a demandé un peu à des rangers, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait y accéder à pied, c'est juste que la route était dégradée parce qu'en fait des sources hydrothermales qui ont débordé et qui ont traversé la route par endroits. Et comme vous le savez, dans ces sources il y a des bactéries, et là apparemment il y a des bactéries qui bouffent le macadam, qui bouffent le bitume, et donc par endroits ça faisait des bulles, ça faisait des craquements dans la route, et donc elle était vraiment abîmée à cause de ces bactéries. Quand on est passé à pied, on est allé voir un petit peu, on a trouvé un endroit pour se garer, donc ça veut dire qu'il fallait marcher un petit peu, donc on s'est dit zut, ça change un peu nos plans, parce que pour le soir où j'avais envie d'emmener le groupe pour aller faire un coucher de soleil, bah faudra marcher une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir y aller. Mais en fait, finalement, ça s'est joué à notre avantage, parce que en réalité, le soir où on y allait deux fois avec chaque groupe, hein, parce qu'on avait séparé le groupe en deux, on avait un groupe qui faisait une journée animalier, une journée paysage, une journée animalier et une journée paysage. Donc la journée animalier c'était avec Marc, la journée paysage c'était avec moi, et donc les groupes s'intervertissaient chaque jour. Et en fait, pour les deux groupes, quand on y allait le soir pour le coucher de soleil, on était absolument tout seul. Je crois qu'avec un des deux groupes, il y avait un couple qui était là aussi, et c'est tout. Alors que c'est un endroit où, quand on y a accès par la route, finalement, il y a un petit peu plus de gens qui sont présents, parce que c'est un endroit qui est facile d'accès, qui est très très joli. C'est un moment assez unique, parce que je pense que ça va faire un paquet d'années où, à cette saison-là, avec ces belles couleurs, avec ces beaux couchers de soleil, bah il y a jamais, on se retrouve jamais tout seul à cet endroit-là. Du coup, là, il y a un petit côté un peu exclusif qui était absolument délicieux, donc on s'est régalé, et on a pu faire des magnifiques photos. Donc je suis très content que malgré tout, finalement, en poussant un peu, on ait pu vivre une expérience qui est là aussi totalement unique, et qu'on revivra peut-être pas dans les prochains voyages, mais il y en aura d'autres. Pour l'anecdote suivante, je voudrais passer la parole à Marc, parce que Marc va la raconter beaucoup mieux que moi. Il était pas très content que je le pousse à la raconter. Je pense qu'elle est importante, il y a une petite leçon à en tirer. Je pense qu'il y a pendant nos journées de repérage, donc c'est des journées où on va vraiment analyser la lumière. Pour ma partie de photo animalière, je vais juste vérifier que tout est en ordre, checker un petit peu les zones sur lesquelles les wapitis peuvent être, histoire de tout mettre en ordre avant que notre groupe arrive. Et ce jour-là, je pose Sylvain sur un de ces spots qui voulait aller vérifier. Et je lui dis, moi je reviens d'ici une petite heure, le temps que tu marches et tout. Moi j'avais un pont à vérifier, je savais qu'il y avait du passage au niveau des ours sur ce pont-là, donc je me dis que je vais aller par là-bas. J'avance un petit peu, je fais un bon petit kilomètre en voiture. Je me dis, cet endroit sympa au bord de la rivière, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Et là, qu'est-ce que je vois? Waouh! Une jolie petite heure de wapiti qui était dans l'eau. Je me dis, waouh, mais ça va être super. Allez, c'était pas prévu. J'y vais quand même faire un petit tour. Je vais aller chercher le matos. J'étais déjà dehors, en dehors de la voiture, sans matériel, juste ma paire de jumelles. Et là, qu'est-ce que j'entends? Au loin, j'entends crier les loups. Et là, dans ma tête, ça fait 4 tours. Je me dis, c'est pas vrai. J'avais déjà vu les loups à Yellowstone, mais toujours de très loin. Je cours à la voiture. Je cours à la voiture. Je prends le matériel. Tac, 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 tac. Je sors. Les réglages sont pas faits parce que les réglages étaient faits pour le petit matin. Avec Sylvain, quand on avait fait un ours noir qui était perché dans les arbres en train de manger. À ce moment-là, je me dis, bah voilà, c'est foutu. Tu feras pas, donc bah, ce que j'ai fait, j'ai profité du moment. J'ai croisé ce regard du loup noir qui était dans la rivière, en pleine attaque, avec ses yeux tout jaunes. J'ai quand même réussi à faire quelques images. Bah, pour montrer à Sylvain et puis à nos futurs stagiaires comme moi, je les avais vus quand même. Donc j'ai fait des photos de fessiers de loup, un peu floues. C'était pas ça. Mais bon, c'était un super agréable moment que j'avais passé. Donc ça, c'est toujours les joies de Yellowstone. On sait jamais sur quoi on va tomber. Faut toujours être prêt tout le temps. Malgré le fait que je fais de la photo animalière depuis maintenant un bon petit paquet d'années, moi aussi ça m'arrive encore de louper des moments comme celui-là. Donc j'en garde un super souvenir. Et puis je me dis que ça sera sûrement notre chance cette année pour le voyage Yellowstone 2023. Pourquoi pas recroiser les loups encore cette année, mais cette fois-ci en étant prêt. Et puis ouais, ça me fait toujours rire de raconter cette anecdote-là parce que j'en garde un souvenir qui est juste majestueux. Et je vois encore la tête de Sylvain qui me dit, puis alors les images sont où? J'ai ça. Des photos de loin. Ensuite, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi, en fait, ce voyage, il aurait normalement jamais dû voir le jour. Le voyage, c'était au départ uniquement moi qui devais l'accompagner, et j'avais, donc c'était enregistré sur le site Voyage Photo. Il y avait la page de vente, etc. Et puis on était, je crois, tout début janvier. J'en ai parlé nulle part, j'en ai pas fait la promotion, on n'en avait pas parlé plus que ça. Et il y avait un inscrit, je crois, une personne inscrite seulement. Et donc on se retrouve en janvier entre photographes de l'agence voyagephoto.com dans un petit gîte dans le Massif Central. On discute, je rencontre Marc que je ne connaissais pas vraiment avant. On a sympathisé mais comme jamais, on s'entend comme cul et chemise, c'est juste voilà un gars adorable, Marc. Et puis un soir, après quelques bières, alors que le gérant de l'agence, Laurent, m'avait dit là, le voyage, va peut-être falloir commencer à songer à l'annuler, parce que s'il y a personne qui est inscrit aujourd'hui, ça va être dur de le remplir, etc. Bah, Marc, il m'a dit le soir, il m'a fait, non mais moi, Yellowstone, je rêve d'y retourner, je rêve tellement, parce que j'y suis déjà allé 2 ou 3 fois en voyage animalier uniquement, et il me dit, c'est un des plus beaux endroits sur Terre, quoi. Donc, et je lui ai dit, viens chiche, on organise un voyage à 2, où on fait un truc qui a jamais été fait dans des voyages photos, c'est-à-dire de prendre 2 photographes qui ont des sensibilités différentes, un photographe totalement animalier, un photographe totalement paysage, et c'est un des seuls endroits sur Terre où il y a autant d'intérêt pour la partie animalière que pour la partie paysage. Et donc ça avait du sens. Et en plus de ça, comme c'est un endroit qui est loin, inaccessible, qui est relativement coûteux aussi en termes d'hébergement, en termes de transport, etc., ça paraissait logique finalement d'essayer de tout mettre dans le même voyage pour qu'on puisse y aller une fois et avoir un aperçu global et pas se dire, et pas repartir avec des frustrations en se disant « il faudrait que je revienne pour photographier les ours ou des choses comme ça, parce que j'ai l'impression d'en avoir pas profité ». Et donc voilà, on était super excités à cette idée-là. On a proposé la solution à Laurent, qui a dit oui. On a organisé tout ça. Pour ceux qui suivent un peu les MPR News, j'en avais parlé dans une MPR News, on avait fait un petit groupe WhatsApp avec les gens intéressés, on avait construit le voyage exactement pour ce que vous vouliez, puis bah, finalement le voyage s'est rempli et on a pu partir, c'était absolument génial. Et même là, c'était pas gagné, parce que une fois que tout ça s'était fait, au printemps, au mois d'avril-mai, il y a eu des inondations, ils appellent ça centennial là-bas, c'est-à-dire que c'est des inondations qui arrivent en moyenne tous les 100 ans, des inondations énormes qui ont démoli des routes, des ponts et des passages entiers sur toute la partie nord de Yellowstone. Déjà pendant un temps, on se demandait si on pourrait y aller, si le parc, parce que même le parc avait été fermé pendant un temps, et ensuite le parc a réouvert, mais les routes du nord ont été fermées, et même quand on y était, la Lamar Valley, qui est la vallée tout au nord-est, était encore fermée, et donc même on a dû changer les hébergements un petit peu à la dernière minute. Malheureusement, les conditions dans lesquelles on pouvait accéder à ces villes-là, à ces villages,
c'était possible d'y accéder, mais malheureusement, il y avait des horaires de passage très précis. Le matin à 6h, bon ça c'est pas trop gênant, parce que de toute façon on se lève tôt pour aller faire les levées de soleil, mais le soir il fallait obligatoirement repasser à 17h, ce qui voulait dire laisser tomber un coucher de soleil. Les soirs où on dormait là, c'était pas possible. On a dû se retourner, faire une pirouette, retrouver l'hébergement, etc. Donc on a dû un petit peu gérer toute cette partie logistique. C'est vrai que vous le voyez pas trop, vous, quand vous venez en stage et en voyage, et c'est un peu l'avantage en fait de venir en stage et en voyage, c'est que vous n'avez pas du tout à vous soucier de tout ça, c'est nous qui nous occupons de ça. Mais là on a quand même pas mal galéré, mais on s'est battu et on a réussi à l'organiser cette année voyage, et on le regrette pas pour une seconde. Ensuite, il y a une histoire assez, alors j'allais dire marrante, mais c'est pas très marrant en fait en vrai derrière, c'est l'histoire de la jambe sans corps. Alors, on était là aussi en repérage, on est repassé quelques jours après avec le groupe, à un endroit où je voulais aller au coucher de soleil, à un endroit où on est devant le lac Yellowstone, et il y a une magnifique source d'eau chaude, bleu turquoise, immense et très profonde, etc., qui du coup fait un premier plan pour avoir le lac en arrière-plan. Cet endroit est superbe, au coucher de soleil, on a le soleil qui s'aligne dans le bon sens, etc., c'est parfait. Et je voulais absolument aller là pour le coucher de soleil. Et quand on est arrivé sur place, donc c'est une zone hydrothermale, hein, donc il y a des petits pontons pour se balader, pour éviter justement d'abîmer les trésors de la nature. Et sur un de ces pontons, un endroit, il y avait, vous savez, les petites bandes de plastique jaune écrit dessus police. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc pour dire, on n'a pas le droit d'y aller en fait. Je me suis dit bon, c'est, je sais pas, je devais plus avoir de bande jaune écrit ranger ou écrit parc national pour mettre celle de la police. Et donc on n'a pas compris tout de suite, mais en tout cas on pouvait pas y passer. Donc on s'est retourné, on est allé à un autre endroit ensuite pour faire le coucher de soleil. Mais on s'est demandé ce que c'était quand même. Et ensuite je suis allé voir du coup sur les news. J'ai découvert qu'en fait à cet endroit-là, ils avaient retrouvé une chaussure. C'est la façon dont c'était décrit, hein. Une basket avec une jambe attachée dedans. Et ça s'arrêtait à la jambe, quoi. Premier abord, on se dit, il y a dû y avoir un accident ou un truc comme ça. Mais après, en réfléchissant, on se dit, s'il y a une enquête de police à cet endroit-là, à cause de ça, c'est qu'il n'y a pas eu de témoin. S'il n'y a pas eu de témoin, c'est que c'était probablement pas en journée, ou en tout cas, c'était pas un groupe. Donc, ça pouvait être potentiellement quelqu'un de tout seul qui se serait promené la nuit. Ça paraît peu probable quand même. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un parc qui est grand comme la Corse, à peu près, hein, en taille, Yellowstone. Que là, cet endroit-là, c'est un endroit où vous êtes à 3, 4 ou 5 heures du premier endroit où on peut loger. 2-3 heures si vous voulez aller dans l'hôtel au centre du parc qui est hors de prix. Donc, ça paraît quand même assez étrange d'imaginer que quelqu'un puisse se balader là la nuit et que ça puisse être un accident. Donc en fait, en réfléchissant, on se dit, mais du coup, la piste de l'accident, elle est pas viable. Du coup, ça veut dire quoi? Je vous laisse deviner. Mais ça veut dire que probablement, ça a été soit un meurtre, en tout cas quelqu'un qui a poussé quelqu'un d'autre dedans, quelqu'un qui s'est débarrassé d'un corps, je sais pas, un reste, je sais pas, quelqu'un qui serait mort dans le parc, quelque part, je sais pas, quelqu'un qui se serait fait attaquer par un ours, qui se baladait tout seul, sans bombe à ours par exemple. Et qui a ensuite un animal serait venu... J'en sais rien, mais vous voyez un peu les théories dans lesquelles on part, mais c'est forcément un truc glauque, quoi. C'est forcément un truc un peu horrible. Et donc voilà, c'était surprenant. Puis ils ont rouvert la zone, ils ont fini leur enquête. J'ai pas vu encore les conclusions, mais vous inquiétez pas, pour nous, en tout cas, tout se passait bien. On ne sortait que 2 jours et on sortait en groupe, en permanence, avec des bombes à ours. Enfin voilà, nous on a tout l'aspect sécurité. Il est évidemment fortement pris en compte, mais c'était une anecdote étonnante en tout cas. Je repasse la parole à Marc pour un moment qui a été hyper intense en émotion pour lui et son groupe ce jour-là. Donc ce jour-là, on voulait aller voir famille d'orignaux, un papa, une maman et puis un petit. On se met en quête pour aller les observer. Donc on fait une petite randonnée durant une petite heure, avec des petites choses quand même à photographier tout le long de la randonnée, mais toujours pas d'orignaux. On entendait un peu de bruit, on entendait les wapitis qui bramaient, on entendait pas mal de petites choses quand même intéressantes, mais on n'a pas pu observer les orignaux à ce moment-là. On finit notre petite randonnée, puis je leur dis, de toute façon, on va faire comme on le fait en Europe, affût. Donc on se met à un endroit où je savais que le soir, ils peuvent arriver. On se pose franchement, 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde prend ses aises, tout le monde fait ses réglages. Et là, à un moment, on entend craquer au-dessus de nous, mais vraiment au-dessus de nous. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et là, d'un coup, le petit orignal qui descend pour aller se jeter dans le petit marais. Ça fait un petit marais, une petite bassine, il se jette dessus, mais il était tout seul, donc... à ce moment-là, je me dis, c'est pas normal, quoi. Un petit, il était trop petit pour que ça soit un adulte. Obligatoirement, les parents sont pas là. On attend 5 minutes, le petit appelle les parents. Et la date, juste à côté, pas très loin, là. Qui c'est qu'on va arriver? La maman, le papa, les branches qui craquent, ils arrivent. Le papa,
des bois monstrueux sur la tête. On entend les bruits, on entend les petits jappements. C'est juste magnifique. Le petit joue avec le père, ils vont se frotter dans les branches. Là, on passe une petite heure à les photographier. C'était une journée où on pensait vraiment pas du tout les voir. On pensait que c'était terminé pour nous et en fait on a eu la chance de les observer pendant une petite heure dans l'eau. Alors c'était juste magique. Je pense que tout le groupe qui était avec moi ce jour-là s'en rappelle. C'était juste improbable comme sachant qu'on les avait cherchés pendant un bon petit bout de temps avant et en fait il fallait juste les attendre le soir pour qu'ils reviennent à l'endroit où je savais qu'ils étaient quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je me réjouis encore de nouvelles aventures cette année avec vous et je vous dis à tout bientôt en nature. Alors une anecdote un petit peu moins joyeuse, c'est Mammoth Hot Springs, qui est un endroit qui moi m'avait laissé un souvenir incroyable dans mon esprit, qui est des espèces d'immenses terrasses. Alors quand je dis immenses, c'est des terrasses qui font peut-être 500, 600, 700 mètres de large sur plusieurs centaines de mètres de profondeur et le tout en hauteur qui descend en escalier sur peut-être 100 ou 150 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment un truc énorme et tout ça c'est uniquement des concrétions calcaires qui ont été déposées par des sources hydrothermales. Donc j'avais souvenir de cette immense terrasse toute inondée avec les sources qui crachaient de l'eau, etc. Et là quand on est arrivé sur place, eh ben il y avait presque plus d'eau. Alors il y avait de l'eau sur d'autres endroits, mais en tout cas sur les grandes terrasses, il y avait presque plus d'eau et c'était limite un petit peu, ça faisait un petit peu une scène de désolation, c'était un peu triste, d'autant plus qu'il faisait gris ce jour-là. Je pense qu'avec du soleil, ça aurait été différent. Alors on n'a pas été en manque en termes de photos, il n'y a pas de souci, d'autant plus que aux endroits où l'eau sortait, du coup on avait toutes les couleurs des algues, etc. Donc c'était magnifique et surtout, ça nous a permis d'étudier ces paysages et de comprendre comment ça marche. Et en fait, les sources changent en permanence, changent d'endroit. Et donc, nous, cette année, on avait très peu d'eau en haut, mais rien ne dit que l'année prochaine, on va pas avoir une source qui va se réveiller à cet endroit-là, qui va de nouveau tout réinonder, et que l'endroit où nous, on avait de l'eau, il n'y en ait plus l'année prochaine, par exemple. Et en fait, ça bouge, c'est mouvant, et chaque année, chaque mois, ça change, et c'est un paysage qui n'est jamais deux fois le même. C'est pour ça que si vous venez à Yellowstone, vous allez être témoin de scènes absolument uniques qui ne se reproduiront jamais. C'est un paysage en changement perpétuel. Et ça, c'est passionnant. C'est un truc qui, moi, ça me fascine, en fait. Et en dehors de ça, c'était quand même un spot super sympa aussi pour photographier des oiseaux, des petits animaux. Donc, on a pu quand même bien se lâcher. On a pu aussi faire des exercices où on essayait de travailler le grand angle parce qu'on avait des perspectives assez incroyables aux endroits où il y avait de l'eau qui coulait. Petit corbeau devant un arbre mort, des choses comme ça. Donc, voilà. On a pu faire des photos assez chouettes, mais c'était différent de ce qu'on avait anticipé. Mais de toute façon, dans ce parc-là, même si on n'a pas les conditions dont on rêve, on a forcément des tonnes de trucs à photographier, donc c'est pas grave. Ensuite, je voudrais vous raconter le tout dernier matin. En fait, on avait un groupe qui était super volontaire. Ça, c'était absolument génial. Le premier jour, on a demandé à tout le monde, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être vraiment hyper actifs, de vraiment tout faire en photo, de se lever tôt, de se coucher tard, etc. Tout le monde nous a dit, ouais, mode bourrin, pas de problème. Après quelques jours, il se trouve que dans le groupe, on a quand même perçu qu'il y en a qui voulaient continuer à bourriner et d'autres personnes qui disaient, en fait, c'est assez usant parce que la difficulté là-bas, c'est que je vous dis, les hébergements sont en dehors du parc et donc on doit quand même faire une bonne heure de route pour y aller et une heure de route pour rentrer le soir. Et en plus de ça, le temps de manger, etc. Donc si on veut se faire des levées de soleil, des couchers de soleil et qu'entre-temps on peut pas vraiment rentrer à l'hôtel, ça fait des grosses journées. En plus on marche, on va explorer aussi des zones un petit peu sauvages, donc on va dans des endroits où c'est un petit peu touristique parce que c'est des endroits où il y a des magnifiques piscines de toutes les couleurs, etc. Mais on va aussi aller chercher des piscines, comme je vous ai montré au début de cette vidéo, dans des endroits totalement reculés et où on est tout seul. Et donc on marche un petit peu, enfin voilà, c'est assez physique l'air de rien. Après c'est accessible pour tout le monde, mais on fait du sport quoi. Et donc le dernier soir, je propose, comme toujours, je dis, voilà, après 12 jours là qu'on a tous passé dans ces deux parcs de Grand Teton Yellowstone magnifiques, donc là je propose à tout le monde le soir, je dis, bon, est-ce qu'il y en a par hasard qui serait chaud pour demain matin se refaire une dernière petite session avant de prendre l'avion, parce que donc chacun avait ses vols pour repartir, il y en a qui repartaient un peu plus tôt que d'autres, mais il y en a qui partaient dans l'après-midi, donc je disais, s'il y en a qui veulent se refaire une dernière session à Grand Teton le matin, est-ce que vous êtes partants? Donc là j'ai mes deux petits bourrins, on va dire, qui disent ouais partant, super, pas de problème. Tes amis Mathias et Yacine. Alors Yacine au final le matin a quand même décidé plutôt de
de prendre son temps, de prendre le petit-déj avec les autres, etc. Et donc Mathias et moi, on part fleur au fusil très tôt le matin pour aller au lever de soleil, en espérant croiser quelques animaux et aller refaire quelques photos d'une grange qu'on avait photographiée de nuit. Et là, on voulait la tester aussi au lever de soleil pour voir ce que ça donnait. Et on va notamment à un endroit où on sait qu'il peut y avoir potentiellement des ours bruns. Donc on se balade là-dessus, on est quasiment tout seul sur cette route, en tout cas au démarrage, enfin avant le lever de soleil. C'est splendide. À un moment, on s'arrête d'ailleurs, on ouvre les fenêtres et on entend les wapitis en rut dans la forêt. Et on les voit au loin, justement, donc on descend de la voiture, on s'avance un petit peu juste pour s'immerger dans la forêt. Évidemment, on s'approche pas trop des animaux, il faut pas les déranger, mais c'est une ambiance absolument incroyable. Vous imaginez, vous êtes tout juste au moment du lever de soleil, et vous êtes dans une grande forêt sauvage, où vous entendez des immenses, enfin des gros bruits comme ça, parce que à cette saison-là, c'est la saison du rut. Donc voilà, c'était magnifique. En termes de photos, on n'a pas eu grand-chose à cet endroit-là, mais c'est pas très grave, parce que l'expérience et le souvenir, on l'a gravé là. Ensuite, on repart avec la banane, on retourne dans notre voiture, on avance, et là, sorti de nulle part, on voit un ours brun qui court devant la voiture. On n'a même pas eu le temps de sortir nos appareils photo. Vraiment, il est passé en quelques secondes, il est parti là-bas. On a essayé de voir si on arrivait à le retrouver, mais il est parti très vite, il a grimpé sur la colline. On n'a pas pu le photographier, celui-là. Mais c'était vraiment, coup sur coup entre les wapitis en rut et l'ours noir. Donc on repart en se disant, waouh, génial, vraiment, on s'est fait plaisir, on a bien fait de venir. Et là, en repartant, on voit quelques petits véhicules qui sont garés sur le côté de la route. On s'arrête, on demande ce qui se passe, et il nous montre un petit peu au loin, et on voit un grand mâle élan, vous savez, avec ses immenses bois, qui est en train de marcher tranquillement là dans la pampa. Donc on le photographie, et après on regarde un petit peu, on voit à peu près la direction dans laquelle il va, et on se dit, ok, on va prendre la voiture, on va aller se mettre par là, pour aller à un endroit où on sait qu'il va arriver dans cette direction-là. Donc on se positionne, on attend de le voir venir. Normalement, on est assez loin pour qu'il puisse avoir son passage, sauf que il avance, et il vient dans notre direction. Vous savez qu'il y a des règles assez strictes. Alors là, il se trouve qu'il n'y avait pas de ranger, mais normalement, les rangers, quand ils sont là, ils font respecter ces règles-là, mais nous, on les respecte de toute façon. Et on doit se tenir à distance des animaux, donc au moins 50 mètres pour des wapitis ou des élans, et au moins 100 mètres pour les ours, les loups, etc. Le mâle élan était si près, alors il était pas stressé du tout, hein. Il avançait, il vivait sa vie tranquille. Et ça, c'est un autre avantage de Yellowstone, c'est que les animaux sont dans leur environnement, et c'est nous qui sommes chez eux. Et donc en fait, ils n'ont jamais été agressés par l'homme, donc ils n'ont pas peur de nous, totalement sauvages, et donc c'est à nous de nous adapter à eux. Ils s'avancent, et là ils décident de changer un peu de trajectoire et de venir vers nous, mais vraiment face à nous. Bah on recule, et en fait si on n'avait pas reculé, vraiment il serait passé à 2 mètres de nous, quoi. Alors ça aurait été dangereux et on l'aurait dérangé, mais c'était absolument incroyable de le voir arriver comme ça, de se tourner vers nous avec ses grands bois, de se dire allez, je viens vous voir les gars. Et donc on a dû reculer pour aller prendre des photos. J'étais avec mon 100-400, mon 100-400 était bien trop zoomé, donc il a fallu monter 24-105 pour pouvoir faire d'autres photos. C'était juste incroyable. Enfin voilà, là aussi une superbe rencontre. Donc on s'en est pris plein les mirettes pour le dernier matin. On est rentré ensuite rejoindre les autres à l'hôtel pour finir les affaires, finir les bagages et préparer le retour. Donc vous vous doutez les amis qu'avec autant d'expériences et d'émotions vécues en un seul voyage, et encore j'en avais fait 3 avant, moi, des voyages en famille là-bas, je commence à comprendre pourquoi ce lieu est si spécial pour moi, pourquoi c'est un endroit magique. Et donc évidemment on reconduit ce voyage cette année à l'automne avec un nouveau groupe de photographes. J'ai aucune idée de ce que ces parcs vont nous réserver cet automne, parce qu'évidemment tout aura encore changé, à part probablement la couleur des arbres qui seront jaune fluo, magnifiques. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que si vous décidez de venir avec nous, vous allez être servi, parce que ce soit en animalier, avec des ours, des loups, des wapitis, des daims, des pigargues, des loutres, des écureuils, des grands corbeaux, des antilopes, enfin j'en passe, il y en a énormément des animaux dans cet endroit-là, et surtout, ils sont, comme je vous dis, ils n'ont pas peur de l'homme, et donc on peut s'approcher assez près. J'ai fait des photos de corbeaux, par exemple. Corbeau, vous pouvez vous dire, bon, c'est assez banal, un corbeau, sauf que déjà, c'est très joli comme animal, et surtout, là-bas, on peut les approcher beaucoup plus près qu'on ne pourrait jamais le faire, même en France, par exemple. Des écureuils, des petits animaux comme ça. Donc en fait, on a la grande faune, évidemment, qui est géniale et qui est passionnante, mais faut pas non plus oublier tous ces petits animaux qu'on a la chance de pouvoir approcher de très près, bien qu'ils soient totalement sauvages. Donc ça, c'est absolument super. Puis niveau paysage, vous avez des montagnes, vous avez des geysers en veux-tu en voilà, vous avez des sources hydrothermales multicolores, les couleurs changent selon la température de l'eau, des fumerolles, vous avez des lacs, vous avez des lumières incroyables le matin, le soir, quand vous avez le soleil qui se couche à travers les fumées des geysers, vous avez des forêts en couleur
couleur d'automne, vous avez des petits ruisseaux fumants, que vous avez des ruisseaux avec de l'eau à 80 degrés, quoi. Donc c'est un endroit qui est hors du monde, vraiment incroyable. Pour moi, c'est le voyage photo à faire au moins une fois dans sa vie. Qu'on voulait faire, en tout cas avec Marc, si vous le proposez dans les meilleures conditions possibles pour que vous y alliez une fois pendant 10-15 jours et que en rentrant, vous disiez, on a pu profiter de tout, on a pu tout voir, on n'a pas besoin d'y revenir une deuxième ou une troisième fois parce qu'on a la frustration d'avoir raté quelque chose. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir les dates, le tarif, voir si ça vous convient et si vous avez envie de venir avec nous. Nous, on serait très contents de vous avoir avec nous pendant ce nouveau voyage qui est prévu cet automne. Donc cliquez là et à bientôt.